ministre, avec une téléportation. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais on m'a annoncé 30 secondes plus tôt votre départ de l'Assemblée nationale. Bravo, en tout cas. Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui Marc Fesneau, qui est ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci, Monsieur le ministre, de vous être rendu disponible aujourd'hui pour évoquer devant notre Commission des affaires européennes du Sénat la riche actualité européenne en matière agricole. Nous avions sollicité cette audition en novembre, à un moment délicat pour vous, puisque la Commission européenne avait soumis aux États membres un projet renouvelant l'autorisation du glyphosate pour 10 ans. Finalement, vous avez choisi l'abstention, ce qui n'a pas permis aux États membres de dégager une majorité qualifiée sur cette proposition, si bien que la Commission a unilatéralement décidé ce renouvellement. Nous souhaiterions vous entendre sur ce choix de l'abstention qui nous semble révélateur d'un embarras du gouvernement sur ce dossier, pris à la fois entre les associations de défense de l'environnement qui vous rappellent à votre promesse de sortir du glyphosate et les représentants du monde agricole qui soulignent l'absence de solution de substitution. Dans ce contexte, comptez-vous maintenir les restrictions actuellement en vigueur en France ? Le cas échéant, quel dispositif mettrez-vous en œuvre pour soutenir nos agriculteurs qui risquent d'être confrontés à des distorsions de concurrence particulièrement pénalisantes? Nous avons des interrogations similaires concernant l'usage durable des pesticides. La proposition de règlement sûr qui doit traiter ce sujet a été rejetée par le Parlement européen fin novembre. Vous semblez encore croire qu'il est possible de sauver ce texte. Un compromis peut-il encore être trouvé selon vous? Sinon, comptez-vous adapter en conséquence l'objectif que vous aviez fixé d'une réduction de 50% de l'usage des pesticides d'ici à 2030. Il nous semble que nous arrivons à un moment d'inflexion où le principe de réalité s'impose enfin et freine le volontarisme de la Commission européenne en matière de transition verte, qui s'est décliné en matière agricole par de nombreuses initiatives législatives. Nous les avions dénoncées en faisant valoir l'impératif de l'autonomie alimentaire européenne et nous regrettons de ne pas avoir été entendus plus tôt. Je pense notamment au texte sur la restauration de la nature ou sur les émissions industrielles qui continuent d'inquiéter légitimement nos agriculteurs, qui sont soumis à la concurrence de pays tiers qui échappent, eux, à ces contraintes. Comment entendez-vous les protéger ? Que peut-on attendre du dialogue stratégique sur le futur de l'agriculture que lance la Commission ? Et dans quelle mesure fera-t-il place aux défis supplémentaires que l'élargissement de l'Union représenterait pour nos agriculteurs ? On a de cesse d'entendre effectivement la question ukrainienne et ce géant agricole qui pourrait intégrer l'Union, certes pas tout de suite, mais ça se prépare. Nous serions enfin particulièrement intéressés que vous nous rendiez compte du Conseil des ministres de l'Agriculture de l'Union auquel vous avez participé au nom de notre pays. Cette réunion était particulièrement attendue en ce qui concerne la négociation sur la législation que la Commission européenne a proposée sur les nouvelles techniques génomiques afin d'encourager le développement de ces nouveaux OGM au sein de l'Union. Ce pourrait bien être le dernier grand texte agricole susceptible de faire l'objet d'un accord avant les élections européennes. C'est un sujet important à de nombreux égards, à la fois pour l'avenir de la recherche agronomique européenne, pour l'autonomie stratégique et pour la transition verte. Pouvez-vous nous dire s'il est réaliste d'espérer l'adoption de ce texte avant les élections européennes et dans quelle mesure vous avez pu obtenir des assurances utiles concernant la brevetabilité ou la traçabilité? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Puis ensuite, on ouvrira la parole à nos collègues en prenant 2 à 3 questions par cycle. Je vous remercie. Ah oui, c'est mieux comme ça quand même. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pardon, c'est quelques minutes de retard, mais elles ont été limitées compte tenu d'une question qui est arrivée très tard dans le cycle à l'Assemblée nationale. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis très heureux d'être devant votre commission parce que je pense que ça permet d'éclairer, et on sait à quel point c'est important de le faire, les sujets agricoles, les sujets européens, parce qu'ils sont tout à fait imbriqués de façon importante. Je dis souvent que la politique agricole commune, c'est une des politiques les plus intégrées. C'est d'ailleurs une des politiques fondatrices, puisqu'on a fêté ses 60 ans l'année passée, et j'y étais à Strasbourg. Alors je voulais juste vous dire quelques éléments, à la fois de ce qui se passe dans l'actualité législative, ça me permettra actuelle, de ce que je sens aussi du fonctionnement de la Commission et des sujets agricoles, et puis peut-être évidemment un élément important qui ne va pas lasser de nous occuper, je pense, qui est le sujet de la perspective des négociations. Comme vous l'avez dit, c'est un processus long,
d'adhésion avec l'Ukraine. Alors d'abord, vous dire que sur la question de l'activité ministérielle et sur la question européenne sur les textes législatifs. Premier élément, il me semble qu'on a besoin, nous Français, de penser la relation avec les autres partenaires européens comme une relation à la fois de compromis et de dialogue avec les autres. Je dis souvent qu'on peut avoir raison, mais quand on a raison tout seul à 27, ça ne sert pas fondamentalement à grand-chose. Et donc j'ai beaucoup nourri des relations bilatérales avec mes collègues en Espagne, en Italie, en Allemagne, et je continuerai à le faire. Je verrai prochainement mon collègue polonais, je vous dirai pourquoi je veux le faire d'ailleurs, sur un certain nombre de questions, et j'ai été en Suède. Enfin bref, il me semble que le sujet européen mérite qu'on s'y attache, parce que c'est de ce dialogue-là que se nourrissent aussi parfois des compromis que nous pouvons emmener sur la ligne que nous défendons. Il me semble que c'est un élément important. Alors plusieurs textes qui sont passés, je ne sais plus, sinon je ne crois pas que vous l'ayez évoqué, mais un qui est un peu derrière nous, mais dont je veux quand même dire ses effets, c'est la directive sur les émissions industrielles, dite directive IED. J'avais une stratégie qui n'était pas tout à fait alignée avec celle de la profession, reconnaissons-le. IED, c'est la directive émissions industrielles. Comme vous le savez, il y a plein de sujets dedans, et dedans, il y a des sujets agricoles. Dans les sujets agricoles, il y avait déjà aujourd'hui deux productions qui étaient, c'était le porc et la volaille. Le sujet, c'était de baisser les seuils qui obligeaient à rentrer dans cette directive qui vise à faire un certain nombre de contrôles. Et deuxième sujet, c'était d'abaisser les seuils pour ceux qui étaient déjà et d'intégrer éventuellement les bovins. J'avais une stratégie de seuil qui soit suffisamment élevée pour que ça ne modifie pas profondément les équilibres sur les élevages déjà existants, mais qui permettait de faire rentrer par ailleurs le bovin. Et en gros, les chiffres que nous avions, c'était que ça faisait rentrer entre 100 et 300 élevages bovins en France. Et moi, il me semblait que cette stratégie permettait de démontrer que nous avions un modèle de production agricole en filière animale qui était un modèle moins industriel, encore que je ne crois pas que l'industrie soit un gros mot, mais moins industriel que d'autres pays, y compris dans les équilibres entre la production et les équilibres dans les territoires. Malheureusement, le texte du compromis issu du trilogue n'est pas tout à fait celui-là, puisqu'il a été exclu, les bovins, c'était la demande d'une partie de la profession. Et donc l'accord s'est fait en excluant les bovins, mais en abaissant tellement les seuils que ça va faire rentrer un certain nombre d'élevage de porc et de volaille, et que c'est une contrainte importante, même si c'est un horizon qui est plutôt 2028, 2029 et 2030. Mais c'est des contraintes supplémentaires pour agrandir son élevage ou créer un élevage ex nihilo, et donc il y a un élément de vigilance. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui soit fait, d'avoir une approche différenciée selon la taille quand même s'il y a déjà un seuil, pour faire en sorte que les types d'élevage couverts ne bénéficient pas quand vous avez 100 000 volailles, c'est pas comme quand vous en avez 20 000, et donc il faut quand même qu'on arrive à trouver une voie de différenciation. Le trilogue a abouti, il va y avoir un vote maintenant. On verra si le vote aboutit, parce qu'on est dans un moment européen que je n'ai pas besoin de vous décrire, où les positions et les mouvements sont tout à fait différents quand on débute le mandat que quand on finit le mandat, et on voit bien les positionnements qui sont un peu nouveaux. Restauration de la nature, c'est un règlement aussi qui a été sur la table, qui a été beaucoup débattu. Moi, j'ai profondément rejeté l'idée que restauration de la nature, c'est pas retour à l'état de nature. Or, il y avait dans les principes qui étaient de dire, dans certaines zones, il n'y a plus en gros de fertilisation, il n'y a plus d'engrais, il n'y a plus de produits phytosanitaires, ce qui revenait quand même d'une certaine façon à mettre sous cloche une grande partie du territoire, sous un concept déjà un peu compliqué qu'on retrouve après dans la réglementation sûre, qui est les zones sensibles, les zones Natura 2000, enfin bref, et qui aboutissait quand même à faire en sorte que dans toute une partie du territoire, on ne puisse plus avoir de protection agricole. On aurait pu y rajouter d'ailleurs la question forestière. En première intention, le texte a été retiré, puis la partie agricole a été retirée, puis remis au final dans l'accord final qui a été trouvé dans le trilogue là aussi, d'ailleurs, mais avec une version tout à fait amoindrie qui, je crois, n'inquiète plus grand monde. Après, il faut regarder quand même dans le détail comment tout ça s'incrémente territoire par territoire. Il me semble que c'est ça qu'il faut vérifier. Il y avait quand même un sous-jacent, je le dis, mais ça me permettra de finir là-dessus, si vous me permettez. Il y avait un sous-jacent qui est le Green Deal ne peut pas être pour moi le Green Deal de la décroissance. Or, il y avait un sous-jacent, mais je sais bien, il y avait un sous-jacent dans ce texte qui était quand même un sous-jacent décroissant. Quand vous dites je prive une partie des moyens, des intrants et des facteurs de production des territoires, vous vous retrouvez dans la situation. Oui, et donc bon, l'équilibre n'est pas trop mauvais, reconnaissons-le, c'est un compromis qui n'est pas... Mais il faudra être vigilant sur la mise en œuvre. Troisième point, ça me permet de répondre tout de suite là-dessus, sur la question des techniques génomiques. Alors, je ne délie pas tout à fait de la réglementation sûre, parce qu'on est dans un mouvement un peu compliqué au niveau européen. C'était nouer une forme d'accord entre les parlementaires, entre les présidents de commissions agricoles et environnement, qui était de dire on fait la réglementation sûre et on fait la réglementation NBT-NGT, puisque NBT, NGP et NGT viennent en écho apporter des solutions à une trajectoire de réduction des produits phytosanitaires. Le texte sûr a été, pardon du terme, shooté, je ne sais pas comment, rejeté.
c'est plus académique d'un point de vue juridique. Il a été rejeté, sans qu'on voit vraiment de perspective pour le faire. Mais il me semble, ça me permet de faire sûr tout de suite, que nous avons intérêt, nous Français, compte tenu de l'expérience qu'on a, c'est-à-dire une expérience plutôt où on n'a pas de cadre européen et on fait un peu chacun ce qu'il veut, et les Français ne sont pas exempts de surtransposition depuis des dizaines d'années sur un certain nombre de sujets. Moi, je trouvais que ce qui pouvait y avoir intéressant dans sûr, c'est d'avoir une réglementation harmonisée sur la question des produits phytosanitaires, c'est que tout le monde passe à la même toise, sachant que nous n'avons pas de retard par rapport à d'autres sur le sujet. Premier élément. Deuxième élément, que sur les autorisations de mise en marché, les analyses sur les produits phyto, on ait une réglementation qui soit plus européenne que nationale, parce que sinon chacun fait aussi un peu ce qu'il veut, et il me semble que c'est plus intéressant, y compris qu'on ait une forme d'harmonisation là-dessus. Il restait un sujet important qui a fait échouer en partie, c'est une partie de ça qui a fait échouer l'accord, c'est le fait que là aussi, dans un certain nombre de zones sensibles, je pense là aussi aux zones Natura 2000, on expliquait qu'il n'y aurait aucun produit phytosanitaire immédiatement, et donc il y avait une bascule qui était tout à fait impossible. J'ajoute un dernier élément, c'est que je ne voyais pas les outils financiers pour accompagner cette trajectoire. Ça m'amène là-dessus à la question de la position de la France. La position de la France, dans le cadre du plan éco-phyto, je pense qu'on n'a pas intérêt à en rabattre sur la question de trouver des alternatives aux produits phytosanitaires. Pour plusieurs motifs, c'est que, premièrement, la majorité des produits qu'on voit disparaître, c'est parce que les firmes ne demandent pas la réautorisation de mise sur le marché. Parce qu'elles trouvent que le marché européen est trop petit et que finalement les terrains d'expansion au Brésil, en Ukraine, en Russie et ailleurs sont des terrains beaucoup plus intéressants pour eux, que les process sont beaucoup plus simples dans ces pays-là que dans nos pays européens, et donc souvent on assiste à un retrait des molécules. Deux, on a des retraits des molécules qui sont produits par l'EFSA pour des raisons que parfois on n'identifie pas aujourd'hui, et que demain on pourrait identifier des raisons de santé publique qui peuvent apparaître. Et donc de toute façon on a intérêt à trouver des alternatives aux produits phytosanitaires, soit des produits phytosanitaires qui sont avec moins d'effets sur l'environnement ou sur la santé, quand c'est le cas, ou des produits alternatifs, des systèmes de biocontrôle qui permettent de le faire. C'est là que j'arriverai après sur NBT, NGT. Mais il me semble qu'en rabattre sur cette question-là, évidemment maintenant il n'y a plus un élément contraignant au niveau européen, donc il faut regarder ça avec ce regard-là, mais qu'on se fixe une trajectoire et qu'on essaie de trouver des systèmes d'alternatives là-dessus, ça me paraît un élément évidemment très important pour crédibiliser une démarche. Il me semble que c'est un élément quand même, on ne peut pas dire on fait une trajectoire, il n'y a pas de règlement, on continue. On a une trajectoire continue, je pense que c'est notre intérêt, et c'est l'intérêt des agriculteurs, hein, je le dis, de se préparer à vos alternatives, même si évidemment il faut des systèmes plus combinatoires. Et j'en arrive aux techniques génomiques. On a un texte qu'on a beaucoup poussé, nous, c'est de faire en sorte qu'on ait un débat très vite avant les élections européennes. Donc les Espagnols ont beaucoup poussé avec nous, enfin c'est nous qui avons poussé avec les Espagnols, puisqu'ils avaient la présidence, la mise à l'ordre du jour, comme on dit, de l'agenda des techniques des NGT, NBT. Nous avons eu un tour de table lundi dernier, c'était au Conseil, effectivement, enfin lundi, oui, dernier, pas dernier, précédent, la semaine dernière, qui a permis d'avoir un tour de table qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même encore une minorité de blocage sur le texte. Allemande et plutôt pays de l'Est. Alors, les uns sur la question du rapport au bio, les autres sur parfois la question de la brevetabilité, les troisièmes sur les questions d'étiquetage ou vous savez, il y a deux catégories qui ont été créées sur les nouvelles techniques génomiques. La première catégorie, on les considère comme des variétés plus classiques et donc ne relèvent pas des OGM, et puis les deuxièmes relèvent des OGM et de la réglementation OGM. Donc on n'a pas aujourd'hui un accord, et ça va être transmis maintenant à la présidence belge, puisqu'on est le 19 décembre. L'objectif, c'est que dans les 6 mois, c'est-à-dire dans les 3 mois, on trouve un accord. Et c'est pour ça que je me rendrai assez prochainement dans un certain nombre de pays européens qui sont aujourd'hui dubitatifs pour essayer de leur expliquer l'intérêt de ces techniques. Elles sont intéressantes pour les produits phyto, elles sont intéressantes aussi pour les questions de dérèglement climatique. Les nouvelles techniques génomiques, on ne peut pas se priver, nous, quand tous les pays du monde sont en train de s'en servir, ou sont en train de le développer, d'une technique qui est très puissante, puisque en fait, ça vient accélérer des processus naturels, puisque c'est une technique génomique à l'intérieur d'un même génome, d'une même plante. Mais on sait qu'on peut accélérer certains disent de plusieurs dizaines de milliers d'années, c'est-à-dire des adaptations qui se feraient sur le terrain sous la contrainte des maladies ou sous la contrainte du climat, elles sont accélérées parce qu'on vient exprimer un gène par une technique de coupure. Je ne rentre pas dans les détails, ça n'a pas d'intérêt, et je ne suis pas biochimiste encore. Mais il me semble que c'est important de dire que nous avons cette position-là, qui est une position importante, parce que pas d'interdiction sans solution. Alors, les interdictions ne produisent pas les solutions, mais l'absence de recherche sur les solutions est un vrai problème, et la nouvelle technique génomique peut le faire. J'ai bon espoir qu'on arrive à trouver un accord. Il y a 2 ou 3 pays à aller chercher pour essayer de trouver une majorité qui permette d'avoir un texte sur lequel pourrait s'exprimer. Alors, on a un rapport de force désormais parlementaire qui dit « j'ai pas eu la réglementation sûre, il n'y aura pas la réglementation sur les techniques génomiques ». Je trouve que cette stratégie est une stratégie du pire.
À la vérité, d'ailleurs, le ministre Béchu l'a dit lui-même, c'est à force de vouloir... les plus extrêmes voulaient un règlement sur très virulent et les autres voulaient rien. Résultat, on n'a rien en fait. Et donc je pense que c'est dommage. Et sur les techniques génomiques, j'aimerais bien qu'on ait quelque chose qui soit équilibré. On a quelque chose de plutôt équilibré. La Commission et la présidence espagnole a plutôt répondu à un certain nombre de questionnements que nous avions sur le sujet. Et il me semble qu'on doit pouvoir trouver un terrain d'entente. À nous de convaincre maintenant les 2 ou 3 pays qui aujourd'hui pourraient faire blocage pour empêcher que les choses ne se fassent. Ça me permet de répondre d'ailleurs aussi sur la question du glyphosate. Non, je ne suis pas mal à l'aise avec la position qui a été prise sur le glyphosate. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'essaie de me mettre dans la situation dans laquelle j'étais quand j'étais élu local. C'est vous avez un texte qui est posé, avec lequel vous n'êtes pas radicalement en opposition, mais qui ne va pas aux objectifs que vous étiez fixés sur la question du glyphosate. Qu'est-ce qu'elle avait été la position de la France ? Depuis ces dernières années, la position de la France, c'était de faire en sorte que partout où on pouvait trouver des alternatives, on les trouve, on les accompagne, et que pour le reste, on utilise le glyphosate. On pense à l'agriculture de conservation des sols, c'est un herbicide dont on a besoin sur l'agriculture de conservation des sols ou dans les territoires fortement escarpés où la seule solution pour désherber, c'est le glyphosate. Donc la position de la France, elle n'a pas changé avec la décision de la Commission européenne finale. Et par ailleurs, dans le débat, j'ai essayé d'emmener un certain nombre de collègues pour dire on réautorise le glyphosate, mais partout on peut réduire, réduisons, sachant qu'il y a certains sujets sur lesquels on a encore des doutes, pas les sujets de santé, parce que moi je considère que l'EFSA, doublé de l'ANSES d'ailleurs, a dit que les éléments ne lui permettaient pas de conclure à ce qu'il y a un risque sur la santé. Il y a des éléments qui restent en suspens sur les questions de biodiversité. Donc partout où on peut réduire, réduisons, et partout où on en a encore besoin, gardons-le. C'était ça la solution pragmatique que nous proposons. Qu'est-ce qu'on va faire désormais ? On va se tenir à ce qu'était la position française. J'alerte sur le fait que revenir... J'entends que certains nous disent la loi européenne, rien que la loi européenne, parce qu'en fait, vous reconduisez une surtransposition. Oui. Alors d'abord, je suis soucieux comme vous des deniers publics. On a quand même mis 2 fois ou 3 fois 70 millions d'euros en crédit d'impôt pour accompagner ceux qui s'engageaient sur la réduction du glyphosate ou qui sortaient du glyphosate sur leurs exploitations. Faire ça, c'est vraiment dire qu'on a gaspillé 210 millions d'euros. Moi, je trouve que ça serait regrettable. Et objectivement, aujourd'hui, il y a bien des sujets où vous avez sans doute raison, et je partage avec vous, où il y a de la surtransposition qui a créé de la distorsion. Globalement, les agriculteurs ont plutôt trouvé la voie, me semble-t-il, aux sujets qui sont les leurs. Donc, voilà pour ces questions glyphosate, réglementation sûre, etc. Je finis juste pour la question européenne plus globalement. D'abord, on est en première année de mise en œuvre de la nouvelle PAC, ce qui est toujours un moment un peu complexe pour ceux qui se souviennent de 2015 où il y a eu un mauvais soir. C'est un peu un passage à l'an 2000 qui s'est passé sur la PAC de 2015 puisqu'il y a un certain nombre de... Les agriculteurs ne pouvaient pas être payés sur crédit européen. Enfin, ça a été très très compliqué, la PAC 2015, et c'était un souvenir très douloureux pour les services du ministère et pour les agriculteurs. On a procédé au paiement dans un calendrier qui était plutôt assez resserré, alors avec des éléments nouveaux, éco-régime, sous la forme dans laquelle il est présenté là, et puis aussi à la demande en particulier des jeunes agriculteurs, le fait de mieux définir l'agriculteur actif pour que on ne vienne pas apporter des subventions PAC à des agriculteurs qui ne seraient pas réellement des actifs dans le process. Ça a pu ralentir un certain nombre de paiements, mais je pense que ça s'est passé dans de bonnes conditions. Et puis j'en termine, pour ne pas être trop long, ça permettra d'avoir un certain nombre d'éléments. Je dis juste sur la PAC, c'est quand même un élément d'évolution au travers des éco-régimes. On me dit souvent, parfois certains nous reprochent en disant mais la PAC n'est pas assez verte, elle n'engage pas assez les transitions. Enfin, la conditionnalité, elle engage plein de transitions. La rotation des cultures, les couverts intercultures, les éléments fixes de biodiversité, tout ça, c'est des éléments qui viennent engager l'agriculture dans la grande transition qui est la sienne. Il me semble que c'est un élément important. Et puis, je finis juste par la perception que j'ai, c'est un peu votre questionnement sur la façon dont fonctionne l'Union européenne dans le cadre agricole. Moi, je vais vous donner un sentiment qui est un sentiment... Alors, je ne suis plus au rapport d'étonnement parce que maintenant, il y a trop longtemps que je suis à ce poste. Je suis frappé de voir la lenteur des décisions dans l'espace européen. J'ai quand même la conviction, là c'est une conviction personnelle, que tout cela a été fait pour les temps de paix et de prospérité, pas fait beaucoup pour les temps de guerre et de désordre du monde. Et donc je ne peux pas avoir sur ces décisions-là, comment dirais-je, parfois une commission européenne qui dit on vous parlera dans 6 mois, dans 9 mois, dans 12 mois, ou je ne peux pas changer le règlement parce que c'est trop compliqué. Parce que les lois de la guerre sont ce qu'elles sont au sens général, la guerre économique, la guerre de souveraineté alimentaire. Deuxième élément, je trouve que le Green Deal a été posé à l'époque dans un cadre qui n'était pas celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Dans l'intervalle, il s'est passé 2 ou 3 petites choses, j'appelle ça le Covid, la guerre en Ukraine, les crises alimentaires ou le dérèglement des sujets alimentaires, plus la mise
en perspective que le dérèglement climatique allait produire des effets absolument toxiques sur l'équilibre et la sécurité alimentaire. Et donc l'Europe doit réinterroger, me semble-t-il, sa politique dans ce cadre-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a du mal. Alors j'ai vu les initiatives qui ont été prises par la présidente von der Leyen. Je ne lui fais pas grief, mais à 6 mois d'une échéance électorale, c'est pas là qu'on va faire... J'ai peur qu'on ait du mal à travailler sur ce sujet-là sereinement à 6 mois d'une échéance électorale. Mais l'Europe doit se réinterroger. Je le disais l'autre jour au commissaire européen, on ne peut pas nous dire qu'on ne doit rien changer si on ne voit pas ce qui s'est passé, par exemple, sur la question énergétique. Et on est en train, si on y prend garde, de prendre le même chemin sur la question alimentaire si on se prive et des moyens de production et des moyens de produire. Je donne juste un chiffre. L'an dernier, l'Europe a importé 20 millions de tonnes de céréales. Cette année, elle va importer 40 millions de tonnes de céréales. C'est un problème. Ce qui a justifié que j'ai pris une initiative seule, français, moi, France, si je peux dire, nous, France, sur la question des jachères, en disant qu'on ne pouvait pas, dans ce système-là, continuer à dire et à entretenir une forme d'utopie sur c'est bien d'avoir 4% de jachères quand on n'est pas capable de couvrir ses propres besoins. Deuxième élément, je trouve que l'Europe ne se pense pas comme puissance sur la question de la souveraineté alimentaire, parce que le sujet, c'est non seulement de nourrir sa propre population, et nous n'en prenons pas tout à fait le chemin avec les éléments que je vous donne, sous la contrainte climatique ou sous d'autres contraintes. Et deux, l'important aussi, c'est de savoir qui je nourris à mes frontières. Qui nourrit mes frontières? Qui nourrit le bassin méditerranéen? Parce que c'est pas la même chose si c'est nous que si c'est les Russes, pour dire les choses un peu plus directement. Et ça m'amène au dernier point, c'est la question ukrainienne. On a lancé les négociations d'adhésion, vous le savez mieux que moi, c'est des négociations qui, par nature, sont longues. Notamment l'acquis, ce qu'on appelle l'acquis communautaire, mais vous savez tout ça par cœur. Et l'acquis communautaire, il va s'appliquer aussi à l'agriculture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire rentrer un pays qui ne s'appliquerait pas les mêmes règles. Les Ukrainiens le savent, et j'ai été leur dire pas plus tard qu'il y a 1 mois et demi. Deuxième élément, c'est vrai que c'est une puissance agricole immense. Alors la question qui va se poser maintenant, d'ailleurs, à vrai dire, elle se pose quelle que soit, quelle que soit l'équation, adhésion ou pas adhésion. Nous avons à nos frontières un voisin très puissant d'un point de vue agricole. Est-ce qu'on s'en fait un allié pour que l'Europe, à 27 ou à 29, décide de dire la puissance alimentaire, je veux la faire. Nous n'avons pas aujourd'hui les capacités à 27 d'avoir une puissance alimentaire comme pourrait nous apporter une puissance alimentaire ukrainienne. Mais ça ne marche que si on le fait dans une logique de puissance collective et pas dans une logique de l'Ukraine qui vienne sur nos marchés, au fond, abattre ou mettre à mal notre agriculture. Or, aujourd'hui, c'est la première fois, et c'est pour ça que ça doit nous interroger. Je pense que le sujet... Et donc, est-ce qu'on fait de l'Ukraine quelque chose... Un pays qui, avec nous, vient conquérir les marchés sur lesquels sont aujourd'hui les Russes, les Brésiliens, l'espace américain. Il peut être une autre option qui est celle qui vient nous concurrencer sur les marchés. Ça, c'est un risque, je reconnais, qui est un risque immense. Et donc, on a besoin... Oui, c'est pour ça qu'on l'a vécu là, vous avez raison. Et donc voilà, pardon, je suis un peu long, mais il me semble que juste ça, cette question, il faut la travailler avec les Ukrainiens. De toute façon, ils sont là. C'est la première fois qu'on va faire rentrer, ou on a la perspective qu'il y ait dans notre sphère d'influence un pays qui, sur les questions agricoles, entre plus productif que nous, plus compétitif que nous. Je ne sais pas si, j'imagine que certains d'entre vous ont été en Ukraine, c'est la structure des exploitations et le sol. C'est comme un Eldorado dans lequel il y a beaucoup de Français qui sont allés, d'ailleurs, pour dire les choses très clairement. Et donc, on a besoin de dire que ça existe. C'est pas parce qu'il rentre ou il rentre pas que ça change quelque chose sur le fait que ça existe et qu'on a besoin de s'en faire des alliés pour qu'ils ne viennent pas de toute façon sur nos marchés avec des distorsions de concurrence qui seraient trop fortes. Voilà un peu comme j'essaie d'aborder. Le chemin est assez long. Il y a beaucoup d'opérateurs privés en Ukraine, donc ils ont une politique agricole qui est très puissamment portée par des opérateurs privés dont l'intérêt est plutôt immédiat, moyen et long terme. Et moi, je pense qu'avec les autorités ukrainiennes, il faut leur dire, essayons de penser long terme, parce que votre sujet, c'est pas la France, votre sujet, c'est l'Afrique, votre sujet, c'est l'Asie, et votre sujet, c'est la concurrence avec les Brésiliens, parce que vous avez une structure qui vous permet de le faire. Voilà ce que je voulais juste vous dire sur les différents sujets que vous avez abordés et que nous prolongerons peut-être par des questions. Merci, Monsieur le Ministre. Juste un petit point avant de passer la parole à mes collègues, c'est de dire que sur le Green Deal en particulier, nous n'avons eu de cesse aussi de demander à la Commission de nous fournir des études d'impact de ce qu'allait être le Green Deal sur l'agriculture française. La seule étude qu'on a pu mettre en exergue, c'est une étude américaine qui nous disait que les productions allaient baisser de 10 à 15%. Pourquoi l'Union européenne, à un certain moment, n'a pas, et peut-être sous l'égide de la France, n'a pas voulu
ou produire d'études ou faire des études qui auraient quand même facilité le dialogue et peut-être la compréhension des acteurs sur nos territoires. C'est une simple question à laquelle vous répondez ou vous répondez pas. J'ai la même question que vous. C'est ça que je réponds. Et donc c'est grave. Mais c'est collectivement embêtant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas accepté un certain nombre de dispositions, je pense, à la réglementation sûre. C'est qu'on n'est pas capable de nous donner des chiffres crédibles de ce que ça donne en termes de production. On était tous bien calés sur les objectifs, le problème c'était les moyens, quoi. Oui. Mais sur le Green Deal, personne ne sait dire très crédiblement ce que ça donne en termes de production, et c'est ça votre question. Mais c'est embêtant parce que c'est quand même la Commission européenne qui dispose d'un certain nombre de moyens d'études. Et ça nourrit une querelle et une crainte qui est de dire, en fait, vous nous cachez quelque chose. Alors, ils ont fait une étude, alors ça m'a permis, du coup, ils ont donné un élément, mais sans qu'on ait des éléments tangibles, en disant, la réglementation sûre, ça réduirait la production viticole de 30%, mais c'est pas très grave. Bon, les deux sujets n'étaient... 30% c'est beaucoup, et 2, c'est très grave. Oui. Et donc, je trouve que de ce point de vue-là, mais c'est le sujet qu'on a... C'est pour ça, alors je reviens 2 secondes au national, le sujet de la planification est un sujet important parce que ça permet de mettre en adéquation. Vous avez des objectifs environnementaux. Est-ce qu'ils viennent couvrir vos objectifs de souveraineté? Est-ce qu'ils viennent couvrir vos objectifs de production, etc., etc. Parce qu'en fait, si on ne confronte pas ces points de vue-là, on peut toujours déclamer qu'on veut réduire ci ou ça comme facteur de production. À la fin, on n'arrive pas à produire. Mais c'est une des fragilités, moi, je trouve, devant les opinions publiques, en particulier devant les agriculteurs. C'est pour ça que nous sommes à chaque fois à dire, nous voulons des études qui nous permettent de dire qu'est-ce qui se passe. Merci. Alors, on commence la série de questions. Je vous propose qu'on les prenne par 3. Monsieur le ministre, ça vous facilitera probablement la tâche. On commence par Cyril Pellevat, puis se prépare Jacques Fernic. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question porte sur la proposition de directive sur la surveillance des sols présentée par la Commission européenne en juillet, qui comprend des dispositions sur les principes de gestion durable des terres agricoles. Or, la mise en œuvre des mesures de gestion durable des sols pourrait représenter des coûts importants pour les agriculteurs comme pour l'État. Je souhaiterais donc savoir quelles sont les actions mises en œuvre par le ministère de l'Agriculture en matière de gestion durable des sols et dans quelle mesure les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ont-elles contribué à une amélioration des pratiques agricoles. Par ailleurs, pensez-vous qu'il faille renforcer leur niveau d'ambition pour atteindre les objectifs définis dans la nouvelle stratégie de l'UE en matière de sol? Je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, j'aimerais d'abord revenir donc sur la déréglementation, vous l'avez évoqué, des nouvelles techniques génomiques, dites NTG. Donc la France soutient le compromis de Madrid sur le texte de la Commission. Ce texte vise à assouplir les règles de mise sur le marché et de mise en culture pour certaines NTG. Ces nouveaux OGM qui permettent, si j'ai bien compris, de sélectionner des semences étaient jusqu'ici interdites dans l'Union européenne. Donc si ce compromis est accepté, cela dispenserait pour une des 2 parties de ces NTG d'obligation de contrôle, de traçabilité et d'étiquetage, parce qu'elles seraient considérées comme des plantes conventionnelles. Donc la Commission, si j'ai bien compris, a concédé certes la réalisation d'une étude d'impact sur les brevets, mais en 2025, soit après l'adoption de la nouvelle réglementation, on sait que les brevets sont valables 20 ans. J'aurais voulu que le gouvernement ait une position ferme au Conseil contre tout affaiblissement de la réglementation des OGM. J'ai compris que ce n'était pas votre position. Rapidement sur le Mercosur, là-dessus on est en phase avec la position du gouvernement qui freine l'adoption de l'accord. Juste avant la COP 28, le Brésil a d'ailleurs voté une loi qui facilite l'approbation de nouveaux pesticides. Donc adopter le Mercosur dans ces conditions, c'est mettre en péril notre agriculture. Je sais que le président a un voyage prévu au Brésil en mars pour continuer les négociations. On espère qu'il ne cédera pas. Et puis enfin, sur l'accord avec la Nouvelle-Zélande, voté le 23 novembre par les eurodéputés, il impactera directement l'activité de nos éleveurs. Or, les conditions d'élevage ne sont pas équivalentes entre la Nouvelle-Zélande et la France. En Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de loups. Chez nous, les éleveurs sont confrontés à une hausse des coûts de production imputable aux plants contre les attaques de loups. Donc, avec cet accord avec la Nouvelle-Zélande, on voit qu'on ne peut pas clamer la souveraineté alimentaire et, passez-moi l'expression, envoyer paître nos éleveurs. Monsieur le ministre, moi je fais écho, et d'ailleurs nous avons présenté à la Commission des Affaires européennes donc une
une PPRE ensemble avec M. Cyril Pellevat, mais je vais parler de l'autre aspect. M. Pellevat a développé l'aspect avec le volet agricole. Moi, je suis quand même extrêmement inquiète de cette arlésienne dont on parle tant, qui devrait nous arriver à l'horizon de 2030, c'est-à-dire une directive européenne sur la protection des sols. Je crois que par-delà donc les enjeux agricoles qui ont été évoqués tout à l'heure, il y a quand même d'autres enjeux en matière notamment donc d'aléas climatiques. Et vous êtes rendu dans mon département à une période dramatique pour nous où les pollutions historiques s'étaient réveillées et avait en plus impacté des terres agricoles, parce que lorsque vous avez donc de l'arsenic qui se déverse donc à proximité de vignes ou de champs, bon, c'est pas quand même l'idéal. Nous en sortons à peine. Moi, je souhaiterais quand même savoir quelle est donc la position donc du gouvernement, si nous sommes offensifs sur ce sujet, de manière à pouvoir enfin appeler donc cette directive européenne, parce que je rappelle que nous avons une loi sur l'air nationale, une loi sur l'eau, mais on n'a toujours pas donc de loi sur les sols, eu égard bien sûr à l'aspect donc propriété privée qui impacte les sols et qui freine donc la mise en place de ce type de choses. Nous sommes tout à fait conscients des freins, mais je crois que c'est un sujet donc extrêmement important. Donc moi j'aimerais donc que par rapport à la gestion durable, donc que vous nous exposiez votre position entre ce juste équilibre entre donc les ambitions agricoles et les ambitions liées à l'environnement. Parce qu'il est vrai que vivre sur des sols sains pour les populations, c'est quand même extrêmement important, autant que l'air qu'on respire ou l'eau que nous buvons. Merci beaucoup. Donc, deux sujets, je vais faire NBT, NGT et les accords, enfin 3 ça fait, et puis la question sur les sols. Je commence par la question sur les sols. Alors d'abord, je ne crois pas du tout qu'il faille opposer. Je pense que ça serait une erreur d'opposer la question de la santé des sols et la question de la production agricole. On sait qu'une partie de la baisse de production agricole est liée à une santé des sols qui s'est dégradée. Et on a besoin de travailler sur la qualité des sols, la matière organique. On a parfois un peu oublié que quand même ce sur quoi on plante, ça compte beaucoup dans la capacité à produire. Et quand vous regardez à facteurs de production quasiment égaux, la productivité agricole française, elle a plutôt diminué, pour des raisons d'usure des sols. La matière organique est moins présente, on a sans doute trop labouré, c'est pour ça qu'on a besoin de techniques simplifiées, c'est pour ça qu'on a besoin d'ailleurs de glyphosate, etc., etc. Donc on a besoin, et c'est là qu'il y a d'ailleurs une paradoxe, parce que c'est quoi la santé des sols? C'est ce qu'il y a dans les sols dont on considère qu'ils seraient toxiques pour tel ou tel, ou c'est la santé, c'est-à-dire la capacité? Quelle est la fonction qu'on donne aux sols? C'est une fonction de purification ou c'est une fonction de production? C'est un support de la production ou c'est un support de production et autre chose? Et attention à ce qu'on n'est pas, pour répondre à votre question, dans les réglementations européennes, c'est là-dessus qu'on est très vigilant. Alors on n'est pas tout de suite au texte, hein, ça va débattre un peu cette affaire. Quelque chose qui vienne de nouveau entraver, qui fasse qu'à la fin, on vient de dire ça ne va tellement pas sur les sols qu'en fait on ne produit plus sur les sols et qu'il faudrait revenir. C'est la même rhétorique qui est au bout en stock, si je peux dire, qui est une rhétorique de moins on a d'activité agricole, mieux on se porterait d'un point de vue environnemental. Et donc c'est ça qu'il faut battre en brèche. Mais est une chose de refuser ça, est une autre de dire on a besoin de sols qui soient en bonne santé, parce que la santé des sols, c'est un sol avec de la biodiversité, un sol avec de la matière organique, c'est un sol qui va être mieux pour la production agricole. J'ajoute un troisième élément, c'est que la santé des sols et l'intégration de la matière organique, c'est une façon de stocker du carbone. L'initiative qui avait été prise par un ancien prédécesseur, un prédécesseur qui est Stéphane Le Foll, on sait qu'avec ce qu'on appelait l'initiative 4 pour 1000, est une initiative qui vise à réintégrer de la matière organique dans les sols, et ça a un vrai intérêt parce que ça permet de stocker du carbone. Donc il me semble qu'il ne faut pas se délier de la santé des sols, mais la santé des sols pour stériliser la capacité à produire et que ce soit la réponse. Je pense que c'est une erreur. C'est le risque qu'il peut y avoir dans une réglementation comme celle-là. En revanche, une santé des sols qui vient de se préoccuper d'une santé des sols au service de la production, ça peut être une trajectoire, et donc c'est cet équilibre-là qu'il faut tenir. On ne peut pas demander tout à la fois. Il faut d'abord qu'on retrouve une fonction de production dans les sols, et une certaine partie, d'une certaine façon, les pratiques agricoles que ça nécessite sont plutôt également vertueuses d'un point de vue environnemental, parce que vous avez plus de micro-organismes, vous avez plus de vie dans les sols, vous avez plus de carbone stocké, et vous avez plus de production. En tout cas, c'est comme ça que je l'aborderai. NBT, NGT. Alors d'abord, ce ne sont pas des OGM au sens de la définition qu'ils avaient. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une réglementation spécifique.
C'est le débat que vous avez avec moi et que nous avons avec d'autres sur la question de est-ce que les NBT-NGT sont un OGM? À notre sens, nous, non. Mais ce n'est pas nous qui le disons principalement. Là aussi, il faut essayer de regarder ce que dit la science. Quels sont les sujets qu'on a devant nous? Le sujet, c'est tellement pas quelque chose d'atypique qu'on aura du mal à distinguer un produit qui soit NBT d'un produit qui soit le produit de la nature. Ça prouve bien à quel point on n'est pas éloigné d'un cycle naturel. C'est d'ailleurs très paradoxal de nous dire qu'il faut étiqueter parce qu'on veut pouvoir différencier alors que dans la nature, on ne saura pas le différencier. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le génome du blé et on travaille sur le génome du blé et on met un génome résistant du blé à je ne sais pas quelle maladie et on l'incrémente. Mais c'est blé sur blé, ce qui n'était pas tout à fait le cas de ce qu'on faisait sur le maïs, par exemple. Deuxième élément, c'est les OGM, en grande partie d'ailleurs, c'est ce qui a fait leur échec. Elles venaient servir quoi? Plutôt l'utilisation de produits phytosanitaires, puisque je vous rappelle que c'était résistant aux herbicides. Et ce n'est pas du tout ce qu'on a dans le texte. La France a réussi à faire en sorte que dans le texte, on dise ça doit servir le cadre et le cadre de la transition. C'est-à-dire que ça doit servir la réduction des produits phyto ou la résistance au dérèglement climatique qui est devant nous. C'est ça qui est un élément, me semble-t-il, très important. Et donc, on a besoin de réfléchir les choses ainsi. Donc, essayons de travailler, et ne nous privons pas des outils, parce que la France se vit parfois comme si elle était sur une île déserte, mais l'Europe ne peut pas être sur une île déserte, parce que si nous avons des outils formidables pour lutter contre la baisse de production liée au dérèglement climatique, et que tout le monde l'a sauf nous, quand personne ne pointe de risque, personne ne pointe de risque. Il me semble que là, il faut qu'on sorte un peu. Alors, le débat OGM, c'est comme le débat glyphosate, c'est un débat un peu de posture. On n'arrive pas à sortir du dogme peut-être des uns ou des autres. Donc, il faut on est sommé d'être dans un camp ou dans un autre, en fait. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que ce qui est sur la table est un compromis qui est acceptable et c'est pour ça qu'on le défend. Enfin, je finis sur les accords commerciaux. D'abord, moi je le dis, y compris la question de la souveraineté, j'ai déjà dit dans l'enceinte du Sénat, pour qu'il y ait de la souveraineté, il faut qu'on soit en capacité aussi d'échanger. Je veux dire, il y a beaucoup de nos filières agricoles qui dépendent quand même, dans leur équilibre, de la capacité à exporter. Le lait, les céréales, je ne parle même pas de la viticulture, le lait, les céréales, le porc. Donc il faut quand même qu'on ait ces débats que je comprends, mais qu'on ait, nous, Français, une vision qui soit une vision quand même de... On a besoin de commerce. Dans le dérèglement climatique, on a besoin de commerce. Moi, je le regrette. Mais en fait, on est dans une situation... comme on n'est pas capable de couvrir nos besoins par rapport à ce qu'on a fait en termes de trajectoire un peu décroissante, on est bien content que d'autres viennent nous nourrir. Et il y a des années où on sera bien content de pouvoir nourrir d'autres. Donc il ne faut pas qu'on se prive quand même de l'outil. En même temps, ça ne peut pas se faire à n'importe quelle condition, et en particulier la condition climatique. Il me semble que la condition climatique est un élément très important et qu'il faut faire en sorte que... comment dirais-je, il faut faire en sorte que dans les accords, à minima, l'accord sur le climat soit possible. C'est-à-dire que ça soit compatible avec l'accord sur le climat. Après, si on veut que dans les accords, ça soit exactement la même agriculture, évidemment, l'agriculture brésilienne, elle n'a pas les mêmes contraintes et les mêmes caractéristiques que l'agriculture française ou que l'agriculture européenne. Et donc, si on voulait aligner absolument dans le commerce, ça veut dire qu'on renonce, nous, à notre capacité d'export. Parce que si nous refusons d'exporter, d'autres refuseront qu'on importe chez eux. Qu'ils exportent chez nous et d'autres. Donc on a besoin de trouver cet équilibre, c'est ce qui a justifié la position sur le Mercosur, c'est ce qui a justifié aussi la position favorable sur la Nouvelle-Zélande, parce que quand même le système néo-zélandais, pour ceux qui le connaissent, c'est un système hyper extensif. Alors ils ne sont pas strictement alignés sur ce qu'on fait, mais enfin, si on considère que le système néo-zélandais n'est pas extensif, alors ça veut dire que on refuse le Brésil au titre que c'est très intensif. On ne peut pas faire l'inverse sur la question, me semble-t-il. On ne peut pas faire l'inverse sur la question des pays qui, eux, font le chemin, parce que sinon, ça veut dire que de postulat, on est contre les accords. Mais il faut être vigilant, effectivement, il me semble que c'est important. Ceci dit, pour ce qui est de la France elle-même, là, c'est même plus la question européenne. Le vrai sujet de compétitivité, c'est un sujet qui est lié à la compétition avec les autres pays européens. C'est pas principalement les accords internationaux qui... Aujourd'hui, on parle d'accords internationaux qui n'existent pas. Le Mercosur n'existe pas, Nouvelle-Zélande vient d'être votée, Australie a été rejetée. Il n'y a que le CETA, et le CETA, c'est positif. Voilà. Et d'ailleurs, mon collègue belge vous dirait que quand il y a des... Vous l'avez auditionné, vous dirait que quand il y a des accords internationaux, c'est souvent mieux que quand il n'y en a pas. Dernier élément, il me semble qu'on a un travail à faire de conviction au niveau de la Commission, parce que ce n'est pas au niveau de
DG Agri qui a un problème, c'est la DG Trade, comme on dit, la DG Commerce. La DG Commerce a plutôt une vision qu'elle a toujours eue, hein, ouverte en disant les accords, et une vision moins stratégique sur les questions agricoles que ce que ça ne devrait. Et je trouve que la question alimentaire et la question de la sécurité alimentaire étant sur le dessus de la pile, il me semble important quand même de faire en sorte que désormais on pense les accords internationaux dans une stratégie de sécurité alimentaire ou de souveraineté alimentaire. Merci. Allez, deuxième série. Michael Weber se prépare Florence Blatrix-Contat. Oui, Monsieur le Ministre, merci d'abord pour cet échange. Je reconnais, vous avez dit tout à l'heure que les OGM comme le glyphosate, ça peut parfois être des positions dogmatiques. Donc ça voudrait dire que aussi bien vous qui défendez une position sur le glyphosate que moi qui en défends une autre, on peut être dans une position dogmatique et que ça devrait nous amener à évoluer les uns vers les autres. Mais bon, ça mériterait un débat beaucoup plus long que celui qu'on a ce soir. Et oui, c'est l'art du compromis et on n'y est malheureusement pas encore. Moi, je voulais juste revenir sur le pacte vert et notamment sur l'avenir du pacte vert pour l'Europe et la stratégie de la ferme à la table pour une alimentation plus saine et plus durable, parce qu'on a vu ce qu'il en est du règlement sur l'utilisation durable des pesticides, qui a été enterré, je crois, le règlement sur la restauration de la nature qui est passé in extremis, mais avec une ambition qui est comme amoindrie sur la restauration des systèmes agricoles. Et donc, au regard de ces revers, comment les objectifs du pacte vert, et notamment les objectifs qui sont fixés pour l'agriculture par les stratégies biodiversité et de la ferme à la table, vont-ils être atteints ? D'autant que la France se targue d'être un exemple en matière de transition agroécologique. Et que comptez-vous mettre en place pour maintenir les efforts du pacte vert pour l'Europe? Et le deuxième sujet qui est lié, bien sûr, c'est que actuellement, avec seulement 10% de surface bio, on est loin du compte aujourd'hui du plan d'action bio européen, qui visait à consacrer 25% des terres agricoles à l'agriculture biologique. Et on sait que cela a un impact, en tout cas, sur la filière bio en France, puisque si je fais référence notamment à ce qui était prévu dans le cadre de la loi Egalim, où on visait 20% de produits bio en restauration collective, on est aujourd'hui à 6%. Et que donc, là encore, quels sont les moyens qui permettraient d'atteindre ces objectifs-là et qui sont aussi en lien avec une stratégie qui est une stratégie, je crois, européenne, si ce n'est au risque de mettre en avant peut-être plus la démarche HVE, mais je ne suis pas certain qu'elle soit aussi exemplaire que la démarche bio. Donc, merci pour vos éléments de réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Donc, en 2021, la Cour des comptes européenne avait relevé que la politique agricole 2014-2020 ne respectait pas les engagements européens en matière d'utilisation durable de l'eau, notamment les recommandations de la directive cadre eau. Et donc, ma question est la suivante. En réponse au rapport spécial de la Cour des comptes européenne de 2021, comment la PAC 2023-2027 remédie-t-elle aux lacunes précédentes en ce qui concerne l'utilisation durable de l'eau et plus précisément, comment est-ce qu'elle encourage une utilisation plus rationnelle de l'eau, notamment en ce qui concerne les paiements directs aux agriculteurs et les critères de conditionnalité. Sur un deuxième volet concernant l'eau, le volet de la qualité, là encore, la directive DCE vise à prévenir et à réduire les pollutions avec pour objectif un bon état écologique. Et par ailleurs, la directive eau potable de 2020 redéfinit des normes essentielles de qualité de l'eau et des règles de transparence vis-à-vis des consommateurs. Et on le voit bien, la protection des captages d'eau est absolument essentielle. On a eu au Sénat, en juin dernier, on a fait 80 auditions, une mission sur la gestion durable de l'eau, et y compris la FNCCR nous indiquait que l'objectif de protéger les captages d'eau, c'est-à-dire aujourd'hui environ 3% des surfaces agricoles, était absolument essentiel. Donc, quelles mesures comptez-vous prendre pour protéger les captages d'eau et atteindre les objectifs, et à quelle échéance? Je vous remercie. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, juste deux questions un peu en marge. La première, c'est pour vous conforter sur le rôle
de la volaille avec l'Ukraine notamment, où un grand industriel de l'ouest de la Sarthe vient d'annoncer la fermeture de 200 poulaillers à cause d'importations de volailles des autres pays de l'Est, qui risque de compliquer, enfin même fortement et augmenter les inquiétudes du milieu agricole. Le deuxième point, qu'est-ce que vous pensez du marché à l'envers de toutes les communes? Et le troisième point, je voulais être sûr que, en général, je suis un peu inquiet de l'agrivoltaïsme. Je suis un peu inquiet lorsque je regarde les cartes communales qui sont présentées actuellement sur les ENR, il y a une forte proposition de zones d'accélération qui concernent des terres agricoles, où des agriculteurs arrivent à l'âge de 55 ans et qui se disent plutôt que de transmettre mon exploitation, je vais rester peut-être à la retraite, je vais installer de l'agrivoltaïsme à 2 000 à 3 000 euros l'hectare ou 3 000 ou 4 000 euros l'hectare et je vais vivre tranquillement avec ma retraite jusqu'au bout. Donc je voulais savoir si, alors c'est peut-être en marge des discussions européennes, mais c'est quand même quelque chose avec les énergies renouvelables qui concerne toute l'Europe. Merci. À vous. 3 sujets. Je réponds à votre question sur le glyphosate. Justement, on a essayé de ne pas être dogmatique, de ne pas dire c'est blanc ou c'est noir, c'est autorisation ou interdiction, c'est de dire partout on peut réduire, on le fait. C'est ça, je pense, une position qui ne serait pas dogmatique. Et je ne fais pas de grief parce que c'est devenu un totem de combat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc celui qui le veut totalement, et celui qui ne le veut pas totalement. Et il faudrait qu'on arrive à sortir de ce débat-là, c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est ce qui nous est reproché d'ailleurs. Mais partout on peut en sortir, on en sort. Deuxième élément, alors c'est 2 questions qui sont un peu déliées, mais vous parliez des questions d'eau, mais attention quand même, jamais quand on pose ces questions-là, on nous pose la question de est-ce qu'avec tout ça on est capable de produire? Et c'est un peu la question que posait le président Rapin. Parce que moi, personne ne me montre, aujourd'hui, j'ai une production européenne qui est en baisse continue depuis 10 à 15 ans. Ben, c'est quand même un sujet. Enfin, pardon de cette expression que j'utilise en ce moment un peu, c'est ils ont les mains propres, mais ils n'ont pas de mains. C'est pas de moi, c'est de Charles Péguy. C'est-à-dire que notre système est parfait, mais en fait, je répète, je l'ai dit tout à l'heure, 40 millions de tonnes de céréales qui sont importées cette année en Europe. 40 millions de tonnes de céréales. C'est pas rien, 40 millions de tonnes. Et on est en train de dire, on continue la trajectoire, on incrémente des contraintes qui sont déjà existantes du fait du dérèglement climatique, sans se dire, est-ce que tout ça, sans compter ce qu'on a dit tout à l'heure, maintenant ce qu'on n'a pas encore dit sur, il faut produire plus de biomasse, parce que les biomatériaux, les biocombustibles, les bioénergies, j'ai besoin de plus de biomasse. Donc tout ça à la fois, je le dis, je mets en garde au niveau européen sur quelque chose qui, rapidement, va montrer les limites de l'exercice. Alors, ça m'amène à répondre à 2... Donc, oui, il faut un Green Deal, mais le Green Deal, ça ne peut pas être aux dépens d'une sécurité alimentaire deal. Or, pour l'instant, on a besoin de documenter et de dire comment on fait en sorte qu'on ait des outils, là, les NBT et les NGT, là, des systèmes qui soient plus productifs, parce que nous ne sommes pas, en plus, nous ne sommes pas un espace à 27 qui est un espace immense. Il n'y a pas tant de terre que ça. Les Américains, ils peuvent avoir une production à faible rendement puisqu'ils ont des surfaces immenses. Les Brésiliens, c'est pareil. Les Ukrainiens, c'est la qualité des terres qui leur permet le rendement. Bon, mais nous avons des espaces contraints, et donc nous, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir une productivité qui est très haute, parce que si on baisse la productivité, on baisse la production par nature, et on est dépendant des autres. Et donc à un moment, il va falloir quand même qu'on pose la question dans ce registre-là. Vous dites sur la question du bio, au final, oui, alors, la question, c'est pas seulement d'avoir des politiques publiques, la question c'est que... Et moi, je suis un défenseur du bio parce que je pense que ça fait partie du modèle et des... Comment dirais-je de la diversification dont on a besoin sur les territoires. Il faut du bio, il faut d'autres cultures. Mais il faut qu'on ait des consommateurs en face. Il ne faut pas demander à la puissance publique, y compris ni à la puissance européenne, de faire dans la PAC ce qui est un problème de déconsommation. Parce que sinon, nous rentrons dans un sujet qui est un peu compliqué d'un point de vue économique, c'est de dire c'est la puissance publique qui doit soutenir la consommation de tel ou tel secteur. Sachant qu'on met, en gros, sur la PAC, et même les moyens disponibles nationaux, près de 800 millions d'euros sur le bio, soit le maintien via des dispositifs fiscaux, soit la transition, la conversion, soit sur des dispositifs européens. Mais il faut qu'on arrive à rencontrer la demande. Je serais curieux, je n'ai pas la réponse, mais je vais la faire. 40 millions de tonnes importées cette année de céréales. Si je passe tout en bio, ça fait combien de millions de tonnes importées en fait? C'est quand même une question qu'il faut se poser. Et dire ça, c'est pas faire...
offense à l'idée qu'on a besoin de bio par ailleurs. Et ça pose la question aussi, c'est la même questionnement que j'ai sur la question de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait dans la PAC sur la question de l'eau? C'est notamment la question de la couverture permanente. Ça permet de mieux stocker, enfin d'éviter que s'échappent en particulier les nitrates, par exemple. Deuxième élément, je pense qu'on favorise plutôt l'agroécologie, le fait qu'on travaille mieux la rotation des cultures. Ça permet de mieux fixer l'azote, ça permet d'avoir moins recours aux engrais. Ça permet sans doute d'avoir des éléments qui est moins recours à l'usage de produits phytosanitaires. Et donc avec la question de l'eau. Mais c'est un équilibre qu'il faut trouver, parce que je ne sais pas faire sinon. Je dis les choses très simplement. Et donc, dans la PAC, les éco-régimes en particulier, ils viennent conforter une stratégie qui est une stratégie de changement d'assolement, d'évolution des assolements et de réduction des produits phytosanitaires. Il me semble que c'est un élément important. Dernier sujet, enfin 2 sujets, monsieur le sénateur, sur la question alors agrivoltaïque, c'est moins un sujet européen. On a beaucoup fait en sorte dans le décret, notamment au ministère de l'Agriculture, qu'on puisse trouver une voie qui permette de ne pas avoir des effets, comme vous les décrivez, d'opportunisme. Moi, je pense que... Et donc, d'avoir de vrais projets agri pour ne pas avoir des projets faussement agri et plutôt voltaïques que agri. Deuxième élément, il y a un principe de base, c'est d'essayer de limiter et de réduire la baisse de production qui est induite. Troisième élément, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille. On a besoin de travailler sur un sujet qui soit de nature différente, c'est la répartition de la valeur. Parce que la question que vous posez, c'est qui touche. Et donc, si c'est principalement le propriétaire, c'est pas la même chose. Oui, parce que ça peut être le propriétaire. C'est pas la même chose que si c'est l'agriculteur. Donc, on a besoin de travailler avec le monde agricole pour regarder comment on répartit la valeur. Ça fera l'objet d'un certain nombre de réglementations. Quant à la volaille, sur la question ukrainienne. Alors, c'est vrai qu'on a libéralisé l'ouverture des frontières à la volaille ukrainienne, considérant que ça faisait une partie de l'effort que nous faisions. Moi, j'ai demandé au niveau européen qu'on ait une ouverture qui soit séquencée, qu'on puisse la réinterroger régulièrement, ce qui fait qu'on la réinterrogera au mois de juin. Ce qui manque aussi, pardon, Monsieur le Président, de redire 2 fois la même chose, j'ai besoin d'une documentation, parce que il y a ce qu'on me dit et puis ce que je vois. Ce qu'on me dit, c'est plutôt marginal. Et puis ce que je vois, c'est que quand même les importations françaises sont plus importantes. Alors elles arrivent de Belgique, des Pays-Bas ou de Pologne, mais qu'est-ce qui s'est passé? À quoi ressemble ma volaille, si je peux dire? Donc on a besoin d'avoir un système européen qui permette de garantir ce qui rentre et ce qui sort. C'est pas faire offense aux Ukrainiens que de le dire, c'est juste qu'on a besoin en crédibilité de le faire. 2, ils ont en profité. Ils n'ont pas voulu profiter. Mais on a eu un sujet volaille, comme vous le savez bien, on a eu un sujet qui est la grippe aviaire. Et donc ça a lourdement impacté. Alors on a beaucoup aidé pour tenir la structure agricole le mieux qu'on pouvait, les structures agricoles. Mais en même temps, on a un deuxième sujet là-dessus, c'est que du coup, ils se sont engouffrés dans une brèche qui était une baisse de production qui était structurelle. Et donc, on va réinterroger la question. Et quand j'ai été en Ukraine, j'ai interrogé la question en disant, attention, si on veut parler d'adhésion et qu'on commence par se faire décroupir comme ça, là, on va avoir un sujet de dialogue avec les agriculteurs français et européens. Je pense que c'est bien compris. Après, les opérateurs, c'est au gouvernement ukrainien aussi de prendre ces dispositions, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire en sorte que les céréales sortent et qu'elles sortent hors de l'Europe et que les marchés retrouvent leur équilibre hors de l'Europe et qu'on ne vienne pas sur les céréales ou sur la volaille ou sur le sucre. Alors le sucre, ça se tient parce que les marchés sont hauts. Mais pour l'instant, que cela vienne déstabiliser les marchés. Merci. Chers collègues, y aura-t-il d'autres questions ou d'autres... Ouais, oui, non, ça je sais, mais dans ceux qui se sont... Non ? Toi aussi, oui, tu es inscrite. Dans ceux qui n'étaient pas inscrits? Bon, ok. Donc on va en prendre 4, c'est les quatre dernières. Donc Louis Vogel, et se prépare Alain Cadec. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous ce soir. Alors vous avez rappelé tout à l'heure qu'on était dans la première année de mise en œuvre de la nouvelle PAC. La nouvelle PAC, c'est une nouvelle gouvernance avec une nouvelle répartition des pouvoirs entre l'État et les collectivités et les régions, avec un transfert de moyens sans précédent de l'État vers les régions et une arrivée de dossiers énormes aussi dans certains départements, dans certaines régions. Le volume des dossiers engagés après la date de la décision de transfert est effectivement transféré au 1er janvier 2023 et parfois aussi important, voire supérieur, à la totalité du volume de dossiers traités entre 2014 et 2019. Alors, la gestion de tels stocks entraîne évidemment des retards de paiement.
qui sont à l'origine de grandes difficultés dans les territoires, de mécontentement de la part de nos agriculteurs. Alors ma question est très simple. Que comptez-vous faire pour remédier, atténuer cette situation et pour faire qu'on reparte par le haut? D'accord. D'abord, une fois n'est pas coutume, mais ça n'a rien à voir avec la Commission des Affaires européennes. Je voudrais remercier le ministre d'avoir trouvé 180 millions pour les MAEC. C'est hélas que 150, mais c'est déjà ça. Je ne sais pas où tu les as trouvés, mais en tous les cas, félicitations. Et merci pour ceux qui les attendaient avec impatience. Par ailleurs, Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez évoqué évidemment l'adhésion de l'Ukraine, en essayant de nous expliquer que c'était pareil sur le marché. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Que l'Ukraine entre dans l'Union européenne ou pas. Ça ne me semble pas... Il y a la PAC là-dedans. Alors, il y a le marché unique. Donc, évidemment, les conditions ne sont plus du tout les mêmes pour l'Ukraine. L'Ukraine, comme vous l'avez dit, est un grand pays agricole. Et donc, ça va poser des problèmes, clairement. Donc, comment vous l'imaginez? Bon, le processus d'adhésion, comme vous l'avez dit, il prend des années. Hein. Bon, on le sait bien. Mais, cependant, il faut quand même être extrêmement vigilant. Merci. Monsieur le ministre, moi j'ai une question, enfin des remarques concernant les nouvelles technologies génomiques, parce que j'ai le plaisir d'être rapporteur pour notre commission sur ce sujet avec mes collègues Grémier et Arnaud. On fait beaucoup d'auditions en ce moment, ça nous occupe beaucoup, et plus on partage assez l'avis que plus on avance dans les auditions et plus on met en lumière des controverses scientifiques, des controverses économiques, des controverses chez les scientifiques et chez les parties prenantes, évidemment, on s'y attendait, mais chez les scientifiques, c'est une surprise en tous les cas dans ce qu'on traverse. Donc, la position affirmée que vous défendez me paraît de manière très transparente, un peu en décalage par rapport aux enjeux que l'on peut mettre en lumière. J'avais une autre question concernant le dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture qu'a annoncé Ursula von der Leyen il y a quelques mois maintenant pour la période qui arrive. Je voulais savoir comment ce dialogue avançait et comment est-ce que la France se positionnait dans les mois à venir, y compris dans un cadre où il y a des échéances électorales européennes, et comment ce dialogue allait se formaliser dans son format, dans son contenu, et comment est-ce que les parlements y allaient, le cas échéant, être associés. J'avais une autre petite question sur le volet exportation et commerce international par rapport à ce qu'on entend et ce qu'on observe sur les exportations de la Russie, notamment sur le continent africain. Il y a des inquiétudes des organisations professionnelles françaises qui nous interrogent sur le respect des règles de commerce et les flux importants et puis parfois étonnants qui sont opérés. Donc je voulais savoir si vous aviez des informations à ce sujet. Et puis enfin, question annexe qui n'est pas directement liée au sujet européen, mais je voulais ici relayer l'inquiétude des chercheurs, des directeurs de recherche et des enseignants-chercheurs dans les écoles d'agriculture et d'agronomie, où on a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent faire leur thèse notamment, et je voulais aussi relayer l'inquiétude quant aux discussions qu'on a sur le projet de loi Asile-Immigration, qui sera aussi un signal donné aux étudiants et aux enseignants-chercheurs dans nos universités, dans nos écoles. Merci Président. Merci Monsieur le Ministre. Écoutez, moi ma question va porter sur les animaux domestiques en fait. Je vais partager une question avec vous et je relais une question qui m'a été posée pendant cette audition, Monsieur le Ministre, au sujet de l'additif E250, le nitrite de sodium qui semble-t-il aujourd'hui est interdit, enfin ou sera interdit par l'Europe pour tout ce qui concerne l'alimentation de nos animaux domestiques, chiens et chats, dans les croquettes, et qui pour autant reste toujours autorisé pour l'alimentation humaine et notamment dans nos charcuteries. Donc je voulais savoir quelle était votre position, ce que vous pouvez nous dire à ce sujet et plus largement quelle est la position de la France par rapport à ce sujet donc de santé publique. Je vous remercie. Je commence par ce sujet qui est un sujet d'actualité un peu.
Il n'y a pas d'interdiction d'utilisation des nitrites dans l'alimentation pour les chats et les chiens. Les structures ont décidé d'elles-mêmes de retirer les nitrites. Ce n'est pas une interdiction, en fait. Donc, certains sont en train de vendre un truc qui n'existe pas. Après, c'est le choix des structures de... Premier élément. Deuxième élément, il ne nous aura pas échappé, pour l'avoir pratiqué sur mes propres animaux, que parfois on peut donner à nos animaux des produits dont on peut penser que nous ne les consommerions pas nous-mêmes. Mais comment dirais-je, leur biologie n'étant pas tout à fait la même que la nôtre, ils sont moins soumis au risque de botulisme et autres qui justifient l'utilisation des nitrites. Troisième élément, nous sommes fondés, j'essaie de ne pas avoir la, comment dirais-je, l'ANSES à la carte. Les décisions qui ont été prises sur les nitrites sont des décisions qui ont été éclairées par l'ANSES. Donc ce n'est pas une interdiction européenne, mais c'est les boîtes, les firmes ont décidé de retirer, pour une raison que j'ignore, mais je vais documenter. Deuxième élément, pas tout à fait la même structure d'animaux que nous. Et troisième élément, sur ce qui est de les nitrites dans les jambons en particulier, dans les charcuteries, il y a une décision de l'ANSES qu'on applique avec une tendance à la réduction, parce qu'il faut, autant que faire se peut, réduire, mais quand même toujours une interrogation de santé publique. Donc il faut qu'on combine les deux, parce qu'il y a eu un cas très grave sur du jambon artisanal qui est lié au fait qu'il n'avait pas été traité au nitrite et qui a produit du botulisme, ou je ne sais plus ce qu'il a produit, avec quand même des décès. Enfin, je veux dire, ne croyons pas qu'aujourd'hui on est complètement à l'abri de tels... Donc il faut qu'on essaye, je défends aucun... Vous voyez, je essaie de défendre aucun lobby. On a pris les décisions en conscience vis-à-vis de ce qu'avait dit l'ANSES. Et la question de la dose maximale, et la question quand même d'avoir des produits dont on peut justifier qui soient faits par des process qui puissent le faire. Et d'ailleurs, je le dis au passage, les grandes firmes de production de charcuterie ne sont pas très gênées par l'interdiction de nitrite, elles savent faire en masse. Donc ce n'est pas une question principalement de lobby. Sur la question, je reprends du début, Monsieur Vogel, sur la question de la mise en œuvre de la PAC. Donc on a un élément important qui est celui de la transmission aux régions d'un certain nombre de prérogatives en termes de politique agricole commune. Bon, c'est un choix qui a été fait à l'époque. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a repris les surfaciques, les mesures JA ont été reprises par les régions. Comme vous le savez, je suis plutôt décentralisateur et étant un pur produit de la démocratie locale. Et alors, en même temps, partout où je me promène, à chaque fois sur les sujets de dotation jeunes agriculteurs, on me demande quoi? La recentralisation. Tel agriculteur du Nouvelle-Aquitaine veut être adopté par la région Auvergne-Rhône-Alpes, considérant que le dispositif est plus attractif. Tel autre considère qu'il y a trop de conditions par rapport à d'autres régions. Bon, c'est la différenciation et la décentralisation. Mais c'est vrai que ça pose une question. Est-ce qu'on a une politique agricole commune nationale? Quand on a donc on essaye de travailler avec les régions, mais après elles ont leurs prérogatives, elles peuvent se mettre de la conditionnalité. Mais il y a quelque chose qui est assez fascinant de voir, que maintenant on viendrait presque nous reprocher, alors que parfois on nous reproche de faire l'inverse, d'avoir fait trop de décentralisation. Donc c'est assez intéressant à regarder. Deuxième élément, il y a un sujet sur le transfert, sur la question, comment dirais-je, sur la question du transfert des effectifs et des dossiers DGA. J'avais été interrogé dès que je suis arrivé par les régions pour regarder si les effectifs dont ils avaient besoin étaient bien conformes aux effectifs qui avaient été transférés. On a plutôt fait un effort, et je crois que l'ARF vous dirait qu'on a plutôt fait un effort d'effectifs qui permet de mettre en adéquation. Là, après, il y a toujours des débats interminables. Mais il y avait deux choses. C'était des fonctionnaires des DDT à qui on proposait l'option d'aller travailler en région. Tous ne l'ont pas fait, selon les modalités qui étaient offertes par les régions. Et je ne vais pas citer de nom parce que ça n'a aucune importance. Je ne suis pas mon genre, en plus. Donc ça s'est plus ou moins bien passé. Donc parfois, ils ont été obligés de recruter ex nihilo des gens qui instruisaient des dossiers qui n'avaient pas l'expérience. Et puis parfois, ils ont récupéré tous les effectifs. Et globalement, ça s'est pas mal passé. Ce qui explique des différences parfois de retard. Ça, c'est une première explication. Et donc, on a des régions qui sont un peu en tension. Ce qui a justifié d'une mesure que j'ai prise récemment sur la Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'il y avait beaucoup trop de tensions, je considère, entre la région et les agriculteurs, en particulier les jeunes, et que moi, je n'ai nulle intention de regarder comme ça, alors que je n'ai plus aucune prérogative dans le registre. Donc on a pris l'engagement de reprendre d'abord 200 dossiers, puis on reprend 250 dossiers en instruction pour faire en sorte qu'on écoule le stock, pardon du terme. Le stock étant des dossiers qui sont des demandes de subvention, et le stock étant des dossiers
qui n'ont pas encore obtenu le paiement. Et donc ça, on est en train d'y travailler, parce que je pense qu'effectivement, donc on l'a fait en bonne intelligence, je crois, avec la présidente de région, après une explication qui a été un peu solide, on va dire ça comme ça, mais je ne voulais pas qu'on dise c'est la faute de l'État qui nous suscite cela, parce que dans beaucoup de régions, ça se passe à peu près correctement, il y en a quelques-unes où ça se passe mal. Je n'ai pas de jugement, hein. Mais je pense que c'est important quand même de faire en sorte qu'on déploie, parce que ça nuit évidemment, donc il faut les dossiers qui sont en cours et pour la suite, essayer d'accompagner. Donc on a mis des moyens, ce qui n'était pas obligatoire, hein. On a mis des moyens au niveau national auprès des régions, on a dégagé des moyens des DDT pour permettre l'instruction des dossiers. Troisième sujet qui est évoqué, l'adhésion. Merci, monsieur le sénateur, d'abord, merci sur la question des mesures agri-environnementales. Je pense qu'on a une bonne piste. Alors maintenant, on me dit c'est pas assez. Oui, je pense que ça couvre les besoins, en particulier bretons, parce que je m'intéresse à la Bretagne, mais pas que. Mais vous avez raison, et c'est bien que vous m'obligiez à aller plus loin dans ce que je voulais dire. Non, c'est pas la même chose si vous êtes intégré ou pas. Non, mais vous avez raison. Non, mais j'ai dit que ne croyons pas que non dans l'Union, il n'y a pas d'effet quand même. Quand même. Parce que c'est une puissance agricole à nos frontières. Bon. Et d'ores et déjà, sur un certain nombre de marchés, elle est venue depuis des années. Depuis des années, et ça me ramènera à la question sur les frontières qui nourrit qui, si je peux dire. Donc, le principal élément, c'est d'un point de vue tactique. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas la PAC de 2027, c'est la PAC au moins celle d'après. Non mais, donc on a une temporalité lointaine. Je pense qu'on aura besoin de réfléchir à ce qu'est la PAC de toute façon. Qu'est-ce qu'on en veut? Parce qu'il y a des choses qui ont changé, le dérèglement climatique, des revenus qui sont très arythmiques du fait de la géopolitique, de l'économique et du climat qui ont beaucoup changé, qui changent tout le temps. Donc il faut se poser ces questions-là dans le temps qui nous amène à 2027 et 2032. Deuxième élément, personne n'imagine que on soit juste à dire c'est un pays qui rentre, il y a tant d'hectares et tant d'exploitations. Une exploitation qui a 40 000 hectares, vous m'entendez bien, est-ce qu'elle doit bénéficier des mêmes soutiens qu'une exploitation qui a 100? Poser la question, c'est un peu y répondre. Poser la question, c'est un peu y répondre. Donc c'est aussi une voie qu'on peut... Mais d'ailleurs, les Ukrainiens, la vérité, contrairement à d'autres adhésions qu'il y a pu y avoir, et j'en fais pas grief, ils ne cherchent pas après les crédits de la PAC. Hein. Ce n'est pas leur sujet. Ils sont très compétitifs sans les crédits de la PAC. Ils ont un système qui s'équilibre. Ils ont des marchés. Et ils sont compétitifs sur les marchés. Oui, mais attention à ce que de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut quand même pas délier le sujet, vous voyez bien que si nous, on se lie les mains et qu'on n'arrive pas à produire, et c'est plus 40 millions de tonnes qui nous manquent de céréales, mais 60 ou 70 millions, on va avoir un problème qui est un peu lourd, vous voyez ce que je veux dire? Et que c'est eux qui viendront couvrir le besoin. Donc on a besoin quand même de rentrer en dialogue. Donc ça n'est pas la même chose, vous avez raison de me le faire dire, mais quand même, ils sont là. Et ils sont là comme une puissance agricole. Et donc je pense que dans le processus d'adhésion, qu'il soit long, comme il va l'être, ou qu'au bout, il n'y ait pas. Il me semble qu'il faut quand même se mettre dans la situation où nous avons besoin d'avoir avec nous l'Ukraine comme partenaire et non pas comme concurrent sur nos marchés, parce qu'on a besoin avec eux de construire une stratégie Europe, continent, pas Europe, Union européenne, sur la question agricole. Et donc, il faut s'en faire ses alliés. C'est là que je dis qu'il y a des sujets qu'il faut quand même travailler, quoi qu'il se passe. Ça va Ministre, si je peux me permettre, sur la question des prix, on a vécu cet épisode... des céréales ukrainiennes qui étaient destinées à l'Afrique et qui transitaient par les pays de l'Union européenne, à tel point qu'on a dû fermer quelques frontières. Enfin, les États membres ont fermé les frontières dans la mesure où les prix avaient été complètement cassés. Donc, en fait, on a un peu vécu ce que pouvait être l'apport des céréales ukrainiennes sur le marché. Il y a quand même... Moi, j'avais rencontré à l'époque les Polonais... Beaucoup d'exploitations agricoles avaient été mises en faillite brutalement parce que le prix du blé avait été complètement abaissé de moitié, voire 3 fois moins. Et donc, voilà, la question d'Alain Cadec, elle revient à ça, c'est de dire à un certain moment comment on intègre ce géant au risque de voir des prix qui vont baisser. Et comme vous le disiez, par rapport aux exploitations, une exploitation de plusieurs milliers d'hectares par rapport à une exploitation de 100, elle a plus de capacité à pouvoir baisser ses prix que celle de 100. Hein. Non, mais c'est tout l'enjeu. Je rebondis pas plus, mais c'est tout l'enjeu de notre affaire. Évidemment, c'est tout l'enjeu de notre affaire. Mais comment dire, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce géant qui est en train de naître à nos frontières. Mais pas seulement le sujet de l'intégration ou de pas l'intégration, parce que le sujet, c'est quand même celui-là.
Nous sommes une puissance céréalière parce que nous sommes une puissance exportatrice céréalière. Bon, nous, France. Et parfois en qualité d'ailleurs, ça m'amènera à répondre à la question sur les frontières. Mais donc, il me semble que c'est un élément important de se dire comment on construit avec eux parce qu'avec les Ukrainiens, on a une puissance agricole européenne. Sans les Ukrainiens, c'est différent. Et donc, qu'est-ce qu'on essaie de construire avec eux? C'est ça le chemin qu'on a à faire. J'en finis sur la question NBT, NGT. Pardon, il y a quand même, enfin, je répète, j'essaie de ne pas être trop fluctuant dans ce que disent les avis. L'EFSA, les scientifiques disent globalement que les risques sur ces nouvelles techniques génomiques sont marginaux, voire inexistants. Bon. Alors, on est dans un monde de controverses. Il y a aussi des gens qui nous expliquaient qu'il fallait prendre de la javel contre le Covid, ou qui nous ont déconseillé de nous vacciner. Donc, on est dans un monde qui est comme ça, qui est un monde où il n'y a plus de faits scientifiques tout à fait avérés. Et donc il y a toujours quelqu'un qui vient vous expliquer qu'il a une étude complémentaire qui vient dire exactement l'inverse de ce que dit la majorité des scientifiques. Alors moi j'ai tendance à me retourner vers la majorité des scientifiques. C'est ça que je veux dire. Et je disais tout à l'heure aussi, je répète, se priver de ça, c'est à terme se livrer à d'autres. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Parce que tout le monde est en train de les utiliser. Et c'est un levier puissant de la transformation du modèle agricole parce que si on ne veut pas de produits phyto, si on ne veut pas de NBT, NGT, si on ne veut pas non plus travailler la question de l'eau, je ne sais pas comment on va produire. Je le dis très simplement. Et j'ajoute, et je réponds à la question que vous avez par ailleurs, et j'en finis, sur l'export russe. Qu'est-ce que sont en train de faire les Russes? D'abord parce que nous sommes en situation plus critique, puisque nous sommes obligés d'importer au niveau européen, c'est en céréales. Donc on a moins de disponibilité. Les seuls pays qui en ont un peu, c'est la France. Bon. Deuxième élément, les Russes sont en train de saturer le marché avec des prix très bas, avec une qualité qui est médiocre, y compris en alimentation humaine. Ce qui est un élément comparatif supérieur pour nous, parce qu'on peut aller encore sur ces marchés, parce qu'on sait ce qu'on achète quand on achète des céréales françaises. Mais évidemment, cette question-là, elle est importante, parce qu'aujourd'hui, les Russes sont en train d'organiser, aux frontières et sur le continent africain, évidemment, une dépendance de ces pays-là. Et pour répondre à ça, il n'y a pas d'autre solution que nous soyons aussi des acteurs du jeu. Et donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que nous soyons en capacité de fournir et de produire. Parce que si nous ne sommes pas en capacité de fournir et de produire, on va regarder M. Poutine placer ses dominos, ou ses pions, avant que ça ne soit un domino d'ailleurs, sur la question. Et donc, je pense que c'est extrêmement... comment dirais-je? Ça doit être un point de grande vigilance. Et c'est là que l'Europe a rendez-vous un peu avec sa stratégie de souveraineté. J'avais un débat l'autre jour avec le commissaire européen sur, il disait le marché des céréales, en gros, on produit en gros cette année autant que les autres années, sauf qu'il n'y a pas dans toutes les mêmes zones de la même façon. Et si je tire le raisonnement, oui, il y a de l'énergie, gaz et pétrolière suffisamment pour tout le monde. Sauf qui les détient? Et c'est l'aveuglement qu'on a eu sur la question du gaz en disant mais il y en a, il est chez les Russes. Oui, très bien. Enfin, il était chez des gens qui sont devenus nos adversaires. Et donc cette question de, je le répète ce que j'ai dit tout à l'heure, de qui nourrit les Français et les Européens et qui nourrit les frontières les plus proches de nous sur ce sujet-là, il me semble que c'est une question assez centrale. Et donc à ce moment-là, il va falloir qu'on ait quand même des outils pour le faire. Et donc autant je dis qu'il faut qu'on ait une trajectoire de réduction des produits phytosanitaires, autant je pense quand même qu'il faut se doter des outils, les NBT ici, les NGT, NGT là, les pratiques agricoles aussi, parce que sinon on va se retrouver assez rapidement dans une situation d'impasse. On l'est déjà en partie, hein. On l'est déjà en partie. Parce que ce n'est pas des marchés où nous venons imposer au monde les règles. C'est la nécessité de nourrir qui impose ces règles. On a eu un débat au début de l'année sur la question de l'utilisation de la phosphine pour les céréales. Bon, j'ai beaucoup œuvré pour qu'on libère les choses, parce que pourquoi? Parce qu'on se retrouvait dans la situation où nous ne pourrions plus, d'une fait des décisions domestiques, si je peux dire, exporter des céréales vers des pays qui demandent de la phosphine, qui est un produit insecticide qui permet de se garantir de l'importation sur les territoires d'insectes. Bon, ce n'était pas nous qui le voulions, c'est une demande. Si ce n'est pas nous qui le faisons, on ouvre les paquebots, les tankers à M. Poutine. Hein. Parce que c'est des partenaires commerciaux, nous n'avons pas à leur dicter ce qu'ils veulent. On ne veut pas de veaux aux hormones, très bien, et tant mieux. Mais s'ils veulent des produits qui sont de telle ou telle nature, c'est comme ça. De même qu'on parle souvent de bien-être animal, et j'en finis, pardon, Monsieur le Président.
Le transport d'animaux vivants, la question, c'est pas d'imposer à l'Algérie, au Maroc et à la Tunisie le transport d'animaux non vivants, parce qu'ils veulent transporter des animaux vivants. Donc soit c'est nous, soit c'est d'autres. Mais c'est un choix. Et on peut faire toutes les réglementations qu'on veut. Si c'est pas nous, ça sera d'autres. Alors après, on peut essayer d'améliorer, nous, les conditions, de faire en sorte que ça se passe dans de meilleures conditions. J'ai aucun problème avec ça. Enfin, quand même, essayons de le faire avec toujours en tête le fait qu'aujourd'hui, je pense que la puissance agricole européenne, puisque nous sommes dans un cadre européen, elle est quand même en risque, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Très bien, merci. C'était très clair. Et peut-être on aura l'occasion de se voir. Il va y avoir encore de l'actualité agricole au niveau européen. Et je pense que le mandat qui s'annonce et l'ouverture du mandat qui s'annonce avec cet enjeu fort de la souveraineté sera un élément qui nous amènera à nous revoir. Merci, Monsieur le Ministre, de vous être livré à ce jeu de questions-réponses. Je demande au commissaire de rester. J'ai juste deux, trois éléments à faire valider. L'espace, on est prêt. Voilà.